extrêmement moderne dans le cadre de l'enseignement, et particulièrement l'enseignement de l'histoire. Et Madame Joëlle Alazard également. Nous sommes également très contents de vous recevoir et que vous ayez accepté d'animer cette rencontre en tant que présidente de l'association des professeurs d'histoire et géographie et vous-même historienne. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Merci beaucoup et merci au Mémorial de la Shoah pour son invitation et pour cet après-midi de réflexion. Nous sommes très heureux de vous voir aussi nombreux dans l'amphithéâtre en cette journée de portes ouvertes, donc qui se poursuit avec une réflexion avec Raphaël David Lasserie, qui est normalien, qui est docteur en physique nucléaire, qui est fondateur aussi de Magic Lamp. Alors, Magic Lamp, c'est une entreprise qui propose des solutions d'intelligence artificielle dignes de confiance. Donc évidemment, nous sommes très heureux du temps que vous allez nous accorder aujourd'hui, Raphaël, parce que ici, nous sommes essentiellement professeurs, j'imagine, et comme tous les enseignants de France, l'intelligence artificielle est au cœur de nos réflexions quotidiennes. On a assisté à une irruption en fait, de l'IA. Évidemment, on en parle beaucoup entre nous. On est souvent un peu démunis, un peu inquiets, un peu partagés aussi quand on parle de l'IA, parce qu'on sait que nos élèves l'utilisent abondamment. Et ça nous oblige à repenser nos pratiques pédagogiques, ça nous oblige à repenser aussi les exercices que nous concevons pour eux, que nous faisons avec eux. On porte un autre regard aussi sur leur travail, sur le travail fait à la maison. Dans toutes les académies, nous sommes encouragés aussi à nous emparer de l'IA, à construire avec l'IA, à donner des réflexes aux élèves. Et on a vu là des stages se multiplier, des stages de formation académique tout récemment, un peu partout en France. Mais malgré ça, nous sommes aussi très nombreux à être inquiets parce que nous craignons que l'IA ne soit pas toujours adaptée aux élèves, et notamment les élèves les plus jeunes, ceux qui ne sont pas encore bien formés. On a peur aussi qu'elle crée des formes de dépendance intellectuelle, qu'elle crée peut-être aussi une pensée uniforme. Et puis évidemment, en particulier pour les professeurs d'histoire-géographie, mais je pense que c'est vrai pour toutes les disciplines, on sait bien qu'avec les contenus générés par l'IA, que ce soit des textes ou des images, on a aussi une désinformation qui se propage, qui s'amplifie. Et nous qui sommes des pédagogues qui avons à cœur de transmettre la vérité, la véracité, de défendre même la vérité face à la désinformation, évidemment, cette technologie, ces nouvelles technologies nous inquiètent beaucoup. Alors c'est pour ça qu'on est aussi content de vous rencontrer, parce que au-delà de ces inquiétudes, évidemment, nous avons tous conscience qu'il y a un combat à mener, que nous devons gagner, et que donc nous avons besoin aussi de réfléchir avec des spécialistes qui, eux, conçoivent des solutions intelligentes pour nous aider. Peut-être juste avant qu'on vous écoute, Raphaël, quels sont les professeurs qui, ici présents, utilisent déjà l'IA avec leur classe? Non, mais n'ayez pas honte. Une seule? D'accord. Alors, je ne sais pas si c'est un parterre représentatif de la profession ou pas. Et pour construire des cours ou construire des exercices sans forcément l'utiliser avec les élèves? D'accord. Ah, 6 fois plus quand même. D'accord, merci. Bon, très bien. Ça nous donne une idée de l'auditoire, et puis évidemment, on va pouvoir engager la conversation après tous ensemble. C'est le but aujourd'hui, d'avoir une cogitation collective. Alors, pour débuter cet entretien, Raphaël, peut-être qu'il faudrait qu'on s'accorde sur les mots et sur les définitions. Comment définissez-vous l'IA? Parce qu'il semble, enfin, quand on a préparé notamment cette table ronde, qu'on ait souvent, nous enseignants, une conception un peu restrictive de l'IA et qu'on ne discerne pas toujours bien les différents types d'IA.
Absolument. D'abord, merci au Mémorial de la Shoah d'accueillir cet échange. Et je suis honoré d'être parmi vous. Très brièvement, juste, je ne pensais pas vous raconter cette anecdote, mais pour bien vous dire à quel point je peux comprendre une partie des réflexions que l'on peut avoir et une partie des craintes que l'on peut avoir. Il y a 15 ans, j'étais au commissariat à l'énergie atomique et je travaillais sur les premières applications de technologie d'intelligence artificielle pour accélérer certains travaux de recherche. Premier déjeuner avec l'équipe, on m'a globalement fait sentir que on se porterait mieux sans nous, au sens où globalement, ça ouvre beaucoup de questions sur les méthodes de travail, sur ontologiquement même sur ce qu'est le travail intellectuel. Et donc, on va essayer aujourd'hui de creuser un peu tout ça. Mais effectivement, et je vais évidemment pas vous l'apprendre, quand on a des concepts qui sont aussi polysémiques, aussi médiatiques et aussi mal définis, il est très difficile de s'y retrouver parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'IA, on entend à peu près tout et n'importe quoi, mais il faut comme Joël, comme vous le disiez, il faut s'ancrer dans quelques définitions. Alors, je ne vais pas avoir du tout une prétention de faire quelque chose d'absolument exhaustif, et l'idée est vraiment d'être à votre disposition. Donc, si vous avez, à un moment, si j'ai le malheur de ne pas être suffisamment clair, je vous encourage fortement à m'interrompre et j'essaierai de rectifier le tir. Mais avant toute chose, ce schéma-là, je ne vais pas évidemment tout détailler, mais c'est principalement pour que vous reteniez un point, c'est que l'intelligence artificielle, c'est pas un seul objet commun monolithique que vous voyez au travers, par exemple, de ChatGPT ou de Mistral, mais c'est tout un tas de systèmes qui vont avoir des applications différentes, des opportunités assez distinctes les unes des autres et des risques qui vont être assez différents. Je ne vais pas rentrer dans un niveau de détail trop élevé, mais juste pour vous bien comprendre un point, on disait tout à l'heure que l'IA est une nouvelle technologie. Je ne m'oppose pas au terme, mais on va voir que c'est pas si nouveau que ça. Et si c'est pas si nouveau, alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on en est à balbutier un peu autour de ces usages. Donc, dans un premier temps, il faut bien retenir deux choses. Il y a deux grandes familles de systèmes d'intelligence artificielle. Les premiers dont personne ne parle parce que ça gêne absolument personne et c'est omniprésent dans la vie industrielle depuis une trentaine, une quarantaine d'années, c'est ce que l'on appelle l'IA symbolique. Et ce qu'il faut retenir, c'est que l'IA symbolique, à la limite, s'il y a des spécialistes de sciences cognitives dans la salle, vous pourrez me lyncher en sortant, mais si on s'abstrait un peu de toute forme d'anthropomorphisme, c'est ce qui ressemble sans doute le plus à la manière dont quelqu'un apprend. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'on va fournir des règles explicites et on va avoir un système qui va être en capacité de les appliquer dans tel ou tel cadre. Donc globalement, on part d'une ontologie de règles, donc d'une série de consignes, et le modèle va les appliquer. C'est ce qui a donné naissance à tout ce qui est système expert, etc. Bon, on ne va pas en parler parce que c'est pas du tout ça qui est en train d'être sur le devant de la scène, mais c'est de l'IA. Aujourd'hui, on va parler d'IA connexionniste principalement. Alors connexionniste, ça s'appelle connexionniste, on va le voir juste après pour des raisons justement de mimétisme biologique, en tout cas en termes de communication. Et ce qu'il faut principalement comprendre, c'est qu'il s'agit de systèmes qui sont en capacité d'apprendre par l'expérience. Qu'est-ce qu'on entend par l'expérience? Ça veut dire qu'au lieu d'avoir des règles explicites, on vient à partir d'exemples multiples, donc à partir, c'est un petit peu comme si on avait, si je prends l'exemple d'un élève qui apprendrait le français, et ben en fait au lieu de lui expliquer les règles de grammaire et d'orthographe, en fait on lui donnerait juste des centaines de milliers d'exemples de textes bien rédigés de préférence, et ensuite on va lui demander de généraliser ce qu'il a pu comprendre de ces textes-là, et donc de formaliser de manière plus ou moins précise les règles implicites qu'il a pu apprendre à partir de cet amas de données. Ça, c'est l'IA connexionniste et ça représente un domaine de recherche qui est extrêmement large, dans lequel un des sous-ensembles, c'est ce que l'on appelle le machine learning, l'apprentissage statistique, en français un peu plus correct, et de manière générale, c'est tous les modèles d'intelligence artificielle qui s'entraînent sur des données pour pouvoir prédire quelque chose. Et ce quelque chose, ça peut être tout et n'importe quoi, comme on va le voir juste après. À l'intérieur de cette famille, on va avoir, encore une fois, tout un tas d'applications et de domaines de recherche, mais on va se focaliser aujourd'hui, on va faire un peu les poupées russes, et on va se focaliser sur le deep learning, donc l'apprentissage profond. C'est tout ce qui touche aux méthodes qui permettent toujours
d'apprendre à partir de volumes de données, mais en utilisant ce que l'on appelle des réseaux de neurones. Je vais définir ça juste après, mais en tout cas, c'est là où on a l'émergence de ces concepts de neurones artificiels, de réseaux de neurones, etc., etc. Et enfin, au sein de cette thématique qui est extrêmement large, émerge depuis 2017 globalement ce que l'on appelle des Large Language Models en anglais, des grands modèles de langue, des LLM, qui sont à la base de ce que vous pouvez connaître par l'intermédiaire de modèles d'OpenAI, des modèles de Mistral, des modèles de Claude, de Google, etc., etc. Tous les modèles qui sont dits génératifs. On peut bien évidemment penser aux modèles génératifs de texte, d'images, de vidéos, de toute forme de contenu. Et là, la différence, c'est que l'on ne prédit plus on va dire une variable, on n'essaye plus de reproduire une œuvre, mais on est dans une logique justement de génération, d'interpolation et d'extrapolation par rapport à ce que ces modèles ont pu apprendre. Donc globalement, aujourd'hui, on va se focaliser là-dessus, mais ayez en tête que quand on parle d'IA, c'est quand même beaucoup plus vaste et qu'il existe tout un tas d'applications, notamment dans le domaine de l'enseignement, qui ne reposent en rien sur les enjeux génératifs et qui, pour autant, participent également à la réflexion de qu'est-ce qui peut être fait. Merci. Ça montre bien à quel point il faut s'entendre sur les mots qu'on a tendance à employer, nous, un peu à la légère. Alors justement, pourquoi ça s'appelle IA, intelligence artificielle? Et puis vous nous dites que c'est pas si récent que ça. Est-ce que vous accepteriez de nous faire un petit historique finalement? Parce que c'est intéressant aussi pour nous de montrer qu'il y a une ancienneté, qu'il y a un processus cumulatif auprès des élèves, auprès des classes. Absolument. Donc, globalement, pour répondre déjà, pourquoi est-ce qu'on a appelé ça IA? Alors ça, pour moi, et là, je reprends un peu ma casquette de chercheur, c'était sans doute une erreur de vouloir le médiatiser de cette manière-là, parce que ça engendre beaucoup de confusion et de l'anthropomorphisme à peu près à tous les étages. Et il faut l'entendre dans le sens intelligence, mais version anglaise, pas dans le sens intelligence tel qu'on le l'a en français. Néanmoins, si on parle des fondations, comme on le disait, c'est pas particulièrement récent. Cette histoire commence à la fin des années 40 et en particulier avec la formalisation d'un neurone artificiel. Donc un neurone artificiel, je vais vous expliquer très simplement ce que c'est. Ça se base sur la compréhension qu'on avait à l'époque de certains neurones d'oiseaux, pour être précis, dans le cortex préfrontal des oiseaux, qui globalement sont juste une unité. Imaginez-vous une boîte noire dans laquelle vous injectez un signal. Et si ce signal dépasse une certaine consigne, imaginez-vous simplement voilà, c'est un son, si je parle plus fort, eh bien, au-delà d'une certaine valeur, de manière non linéaire, mon neurone va s'activer et donc va avoir en sortie, va valoir 1 ou va valoir 0. Globalement, un neurone, c'est ça. Il faut juste retenir que c'est une unité qui prend en entrée un signal continu et le transforme avec une méthode non linéaire, peu importe, en un autre signal. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est effectivement inspiré des neurones biologiques et mathématiquement, on peut prouver que si vous avez suffisamment d'unités de ces neurones qui sont connectés les uns avec les autres, vous pouvez globalement approximer tout et n'importe quoi. Et quand je dis tout et n'importe quoi, il y a quelques contraintes sur les types de fonctions qu'on arrive à approximer, mais ça veut dire que globalement, avec suffisamment de ces unités, si vous avez une relation causale entre des données d'entrée et des données de sortie, ben vous pourrez apprendre les règles qui sous-tendent cette causalité. Donc c'est extrêmement puissant comme type de raisonnement parce que ça veut dire que dans l'univers, pour peu que vous ayez une relation causale, je vous donne un exemple tout bête, la météo. La météo, techniquement, si on a suffisamment de capteurs, il y a des petits problèmes chaotiques, mais si on a suffisamment de données d'entrée, si je veux être en capacité à partir de mes données d'entrée de prédire la météo de demain, je pourrais théoriquement avoir un modèle suffisamment puissant, suffisamment gros, avec suffisamment de neurones qui permettrait de prédire ces suites-là. C'est beaucoup plus compliqué quand on parle de sociologie parce que est-ce que tout est causal en sociologie? C'est une autre question par rapport à ça. Et pour répondre à la deuxième partie de la question, je me propose juste de faire un tout petit historique de l'intelligence artificielle telle qu'on l'entend, en tout cas dans le domaine que l'on évoque. Donc le début, comme je le disais, dans les années fin des années 40, avec justement l'émergence des premiers réseaux de neurones. Alors la première question qu'on peut tous se poser quand on entend ça, c'est que si on a commencé à fin des années 40 à faire de l'IA, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas des voitures volantes? Globalement, pourquoi est-ce que on commence à en parler? Pourquoi ça devient fait de société depuis 2-3 ans? D'abord, c'est parce que comme souvent avec les thématiques de recherche, on a eu deux
hivers de l'IA, donc 2 périodes où on va avoir des grosses difficultés techniques, technologiques, mathématiques par rapport à ça, qui ont globalement remisé un peu ces promesses de modélisation dont je vous parlais tout à l'heure dans les greniers en se disant bon mais globalement en fait on ne sait pas faire marcher, c'est très bien sur le papier mais ça marchera jamais dans la vraie vie. Et donc on a eu 2 hivers de l'IA dans les années 70 et dans les années 90 et c'est à la fois quelques astuces mathématiques intelligentes qui sont apparues et à la fois la puissance de calcul qui s'est développée, donc qui ont permis aujourd'hui de pouvoir vraiment avoir des modèles énormes en termes de nombre de paramètres, en termes de coût d'entraînement, mais qui permettent de faire des opérations extrêmement complexes et extrêmement intéressantes. Et donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si vous relisez, s'il y a quelques fans de science-fiction dans la salle, si vous relisez ne serait-ce qu'Asimov, on n'a rien de nouveau. Les réflexions qu'il y a pu avoir chez les sociologues qui s'intéressaient à l'informatique dans les années 60 avaient plus ou moins déjà posé les questions qu'on se pose et qu'on va explorer ensemble, d'offload cognitif, de décharge cognitive, avait posé la question justement du rôle du travail, du rôle des métiers, du rôle de la vérité dans cette histoire-là. Et c'est juste qu'aujourd'hui, on le vit dans notre chair, et la majeure partie de nos concitoyens ne s'en sont pas vraiment rendus compte avant qu'on arrive à cette situation. Mais ça veut dire quand même qu'on a des fondations assez solides pour réfléchir sereinement à ces questions. Et quand on dit ça va trop vite, il faut ralentir pour réfléchir, alors je peux comprendre, ce sujet-là, mais en fait, beaucoup de gens ont déjà réfléchi à ces questions et il est peut-être intéressant de le mettre sur le devant de la scène. Merci beaucoup. Ça nous permet de reconsidérer différemment la question, effectivement, de lui donner la profondeur historique qu'elle mérite aussi. Alors, vous étiez chercheur, peut-être que vous l'êtes encore un peu, mais... Toujours des thésards, après, oui, il faut leur demander. D'accord. Mais alors, qu'est-ce qui, dans votre parcours, vous a amené à vous intéresser, en fait, à l'IA, alors que vous faisiez de la physique nucléaire? Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir concevoir aussi des outils pour lutter contre la désinformation? Et puis, puisque vous êtes face à des enseignants, est-ce que nous, enseignants, on peut s'emparer des outils que vous avez conçus pour nos cours, pour nos classes? Déjà, et vraiment c'est important pour moi de le dire, effectivement, je réponds à la fin de la question, je ne suis pas du tout là dans une démarche commerciale, donc ça veut dire que je vais vous parler d'outils dans tous les sens, et il y aura une réflexion un peu globale, et je n'ai rien à vous vendre pendant cet échange. Juste pour répondre au premier aspect, c'est ce qu'on disait en préparant ça, moi ça fait assez longtemps que j'ai jamais vraiment compris la différence qu'il y avait entre physique et intelligence artificielle. Je vais vous expliquer pourquoi, mais l'année dernière, le prix Nobel de physique a été attribué à des travaux d'intelligence artificielle, donc je suis assez content de le dire, l'IA c'est de la physique, donc moi je n'ai absolument pas changé de carrière. Plus concrètement, le rôle du physicien, c'est d'être en capacité de représenter, de modéliser les lois de l'univers, les lois de la nature, pour le décrire de la manière la plus élégante possible au sens mathématique, donc avec le moins de paramètres possible. Et en fait, si on y regarde à deux fois, je vous ai parlé un petit peu des différents types d'intelligence artificielle, etc. Mais j'aimerais aborder un point qui est un peu abstrait, mais qui est important. Pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle, ça marche ? Typiquement, un modèle de langue, un grand modèle de langue, donc ChatGPT, est-ce que quelqu'un dans la salle sait comment est-ce que ça s'entraîne ? Comment est-ce que, globalement, de manière pas dans le détail technique évidemment, mais qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on donne comme information à un modèle de langue pour qu'il puisse, in fine, donner quand même l'impression d'être plutôt un bon stagiaire. Et globalement, alors du coup, j'enchaîne directement, mais la façon dont ça s'entraîne, c'est que globalement, vous allez lui donner un début de phrase, quel que soit le texte, quelle que soit l'idée, vous allez lui donner un début de phrase, vous allez lui masquer la fin, et vous allez lui demander prédis-moi la fin de la phrase. Il y a des petites, bien évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est globalement la philosophie derrière ça. Et ce truc-là, le fait qu'un mécanisme relativement simple, volontairement, que je vulgarise ici évidemment, soit en capacité derrière de faire émerger des
similitude, ou en tout cas avoir des capacités à simuler correctement un raisonnement, je ne dis pas à raisonner, je dis à simuler un raisonnement, c'est assez impressionnant. Et ça, c'est une propriété émergente. Pourquoi ça marche? Alors on pourrait en débattre pendant longtemps, mais s'il y a une idée à retenir qui est importante, c'est que tout est une question de représentation. Et je vais faire le lien avec la physique. La physique, c'est l'art justement d'essayer de trouver des représentations du monde que l'on arrive à mathématiser et à représenter avec le moins de paramètres possible. Si, par exemple, s'il y a des courageux dans la salle qui ont lu Principae, quand vous regardez la manière dont on décrivait les lois de ce qui allait devenir l'attraction gravitationnelle, c'est absolument infâme. C'est extrêmement brillant, mais c'est infâme. Ça veut dire que globalement, il y a de la trigonométrie extrêmement compliquée dans tous les sens. Il faut énormément de paramètres pour décrire tout ça. C'est pas élégant. L'élégance, ça revient justement à dire qu'avec le minimum de paramètres, je suis en capacité de décrire le plus de phénomènes. Et dans le cadre de l'intelligence artificielle, pourquoi est-ce que ça marche? Parce que si je prends par exemple la langue, le français, je suis pourtant un amoureux de la langue, mais pour un mathématicien, pour un physicien, peu importe, c'est un cauchemar. Pourquoi est-ce que c'est un cauchemar? Parce que globalement, la dimensionnalité de paramètres qu'il faut pour décrire le langage, c'est tout sauf optimal. Pourquoi c'est pas optimal? Parce que je vous donne deux exemples très clairs. Les synonymes. Les synonymes, ça veut dire que globalement, vous avez 2 fois plus, à minima, de paramètres pour décrire exactement le même concept. Les antonymes, c'est exactement le même problème. Vous avez 2 concepts qui vont du coup être très distincts et pour autant qui vont être représentés sémantiquement de la même façon. L'ironie, encore une fois, là c'est encore pire. On a la même phrase et on veut dire tout et son contraire. Et donc tout ça, globalement, fait que c'est pas le langage tel qu'il est, tel qu'on le parle, n'est pas optimal au sens de la dimensionnalité des paramètres que l'on a pour le décrire. Et l'intelligence artificielle, pourquoi ça marche? Parce qu'en fait, ce que l'on fait en faisant apprendre, comme je le disais, à prédire les mots d'après, c'est pas pour apprendre par cœur un dictionnaire, c'est pas pour apprendre par cœur des phrases, etc. Ça, c'est des effets secondaires. C'est justement pour être en capacité de représenter le langage de manière beaucoup plus optimale. Ça veut dire que je suis en capacité, pour 2 synonymes, je prends les 2 synonymes, et je suis en capacité de munir le langage d'une distance, d'une métrique, et de dire, la distance entre des synonymes, je peux la mesurer, et ça va valoir 0,0001 parce que c'est très proche. 2 antonymes, ça va valoir 0,99999 parce qu'au contraire, c'est deux vecteurs très lointains dans cet espace-là. Et donc, physique et intelligence artificielle, c'est exactement, en tout cas vu de ma fenêtre, c'est exactement les mêmes types de concepts, c'est de se dire comment est-ce que je fais pour décrire le monde, pour décrire les données de la manière la plus optimale, en extrayant du maximum de données, le minimum de paramètres pour être en capacité de généraliser, de pouvoir comprendre au mieux. À la limite, l'IA est plus proche d'une forme de compréhension de l'humain, de la production humaine, et la physique reste l'apanage de la description des lois de l'univers. Est-ce que vous voulez bien nous parler un peu de pluralisme, de Magic Lamp et justement de votre travail aussi pour que concrètement on voit comment vous luttez contre la désinformation? Alors, sur les enjeux de désinformation, c'est un engagement que j'ai pris il y a plusieurs années maintenant. Avec une anecdote que vous connaissez, mais où globalement je sortais du Collège de France, je me suis retrouvé avec un complotiste qui pensait que la Terre était plate. Ça fait un chaud-froid un peu bizarre globalement, et donc ça, moi, ça a inspiré une grande terreur, bien pire aujourd'hui qu'il y a actuellement, parce que je me disais que globalement on vit entre 2 mondes avec une société de la recherche qui est un peu élitiste, qui est un petit peu dans sa tour d'ivoire, et le reste de la société qui peut naviguer en eau trouble. Et du coup, une des questions, avant même de parler d'IA générative, on y viendra, mais c'est de se dire, est-ce que l'intelligence artificielle peut effectivement lutter contre la désinformation? Alors on va beaucoup parler en fait à la limite d'un des principes de Paracel, et de se dire que tout est une question de dose. On peut avoir le poison et le remède dans la même famille d'outils. Et un des enjeux, par exemple, tout ce qui va toucher à la validation de preuves, au fact-checking,
à la vérification dans de gros volumes de données, d'informations précises, ça fait partie des domaines sur lesquels notamment on travaille. Je vous donne deux thématiques de recherche, mais qui au final s'appliquent avec des outils. J'avais un thésard qui a soutenu il n'y a pas longtemps, qui travaillait justement sur les enjeux de diffusion de fake news. Est-ce qu'on est en capacité, oublions le contenu, on n'est pas à la Pravda, on n'est pas là pour juger si c'est vrai ou si c'est faux, parce qu'on ne sait pas. Est-ce qu'on peut, par exemple, juste en termes d'analyse du comportement des humains qui interagissent avec une nouvelle, est-ce qu'on peut en déduire est-ce qu'il y a des risques que ce soit une rumeur, est-ce qu'il y a des risques que ce soit une fake news, ou est-ce que c'est une nouvelle qui est juste virale? Et donc aujourd'hui, on a des résultats intéressants avec des modèles d'IA qui sont en capacité de traquer le chemin qu'a parcouru une information et d'analyser les manières que cette information a eu de se propager et de scorer un niveau de risque, en fait, avec quelle taille de pincette j'ai besoin de prendre cette information par rapport à ça. Deuxième exemple, on travaille beaucoup sur les enjeux de deepfake. On y viendra tout à l'heure, mais je pense que vous avez tous vu ça de manière un peu abondante. Aujourd'hui, alors avec les outils commerciaux, c'est de plus en plus simple. Avec les outils non commerciaux et qu'on développe dans des cas un peu particuliers, c'est encore pire. Globalement, à l'œil ou à l'oreille, vous avez absolument aucune façon, je dis bien aucune façon, de distinguer correctement si c'est un de vos élèves qui vous parle ou si c'est un avatar de votre élève qui vous parle. Et bien donc là-dessus, par exemple, il y a des gros enjeux de pouvoir avoir de la détection, donc des algorithmes qui sont en capacité justement de lutter contre ça. On lutte un peu avec le feu contre le feu, mais pour se dire comment est-ce que je peux traquer les incohérences, traquer tout ce qui n'est pas pensé pour tromper l'œil humain, mais qui peut être vu par un œil artificiel, comment est-ce que je suis en capacité de le classifier et de voir ça? Et effectivement, dans ce cas-là, et je finis là-dessus pour cette question, on a une filiale qu'on a créée en 2022 pendant la présidentielle qui s'appelle Pluralisme. Je vous montrerai un petit peu à quoi ça ressemble tout à l'heure quand on parlera un peu d'application au domaine de l'histoire, qui écoute en permanence le discours politique. On écoute tout ce qui est dit dans les médias. Dès qu'il y a une personnalité publique qui parle, paf, on l'enregistre automatiquement, on transcrit ce qu'elle dit, on thématise ce qu'elle dit, on vérifie un peu de véracité de ce qui a été dit et on publie le tout. Ben, du coup, globalement, vous savez, quand vous avez l'effet petite phrase, quand on extrait un truc de son contexte, et ben là, en littéralement 3 clics, je retrouve la citation, je sais comment elle a été dit et je suis en capacité de l'attribuer à la bonne personne parce que la transparence, c'est le début justement d'un système qui restaure la confiance. Merci. Alors, dans vos entretiens avec la presse, sur les plateaux, vous développez souvent l'idée que l'IA bouleverse et redéfinit les espaces d'expression. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer ce que vous entendez par là? Et puis, est-ce qu'il y a des conséquences pour nous sur l'enseignement et l'enseignement de l'histoire notamment? Alors, les conséquences, je pense que volontairement, je suis un peu provocateur hein, de m'en tenir par rigueur, mais soit vous vous en rendez compte, soit vous en êtes pas encore rendu compte. Mais globalement, il y en a et il y en aura de manière assez massive. Sur les enjeux d'espace informationnel, je vous donne juste c'est l'exemple sur lequel on a toujours un peu travaillé. Si on regarde ça à l'échelle même géopolitique, une nation va être définie comme un territoire, peu importe l'autorité sous laquelle elle est, mais en tout cas un territoire avec des frontières physiques bien définies. Aujourd'hui, vous allez avoir les frontières physiques, donc l'espace classique que l'on voit. Et vous allez avoir un espace numérique qui ne connaît absolument pas de frontières géographiques et qui remet en cause, si on revient à cet enjeu de représentation et de distance, qui remet en cause qu'est-ce que c'est cette distance. Globalement, si par exemple je regarde la sphère d'idées, la sphère informationnelle dans laquelle j'évolue, il est probable, il est même certain, que je suis plus proche d'un Américain en Californie, par exemple, qui vit à 8000 km, que de mon voisin qui vit à 30 mètres de chez moi. Et cette interpénétration des deux espaces, de l'espace informationnel et de l'espace physique, génère pas mal de points qui sont intrinsèquement ni négatifs ni positifs d'ailleurs, mais qui en tout cas redéfinissent un peu cet enjeu justement de véracité, cet enjeu de vérité partagée et surtout de commun. Une société, théoriquement, on est censé partager un espace commun, une temporalité commune et des faits communs. Le problème, c'est que si j'ai une distance qui n'est plus la même entre l'espace physique et l'espace informationnel, je me retrouve dans une situation où je vais potentiellement fracturer complètement toutes les relations physiques que je peux avoir parce que en fait, je suis plus proche d'un autre type d'idée. Et le problème que l'on a par rapport à ça, par rapport aux enjeux d'histoire, par rapport aux enjeux d'historicité, par rapport aux enjeux de factualité, c'est qu'à l'heure où on peut générer des narratifs extrêmement vite, extrêmement bien et extrêmement rapidement,
on perd nécessairement la facilité que l'on pouvait avoir. Déjà, la parole d'expert disparaît plus ou moins. Aujourd'hui, par exemple, il y a eu quelques études, pas en France, mais il y a eu des études aux États-Unis sur la confiance qu'accordaient les Américains à leurs médecins versus ChatGPT, globalement. Bon, mais ça y est, hein, globalement, la première intention, c'est ChatGPT et c'est pas le médecin. Et c'est pas le pire dans cette histoire, c'est que c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Parce que quand vous regardez des taux de diagnostic, vous vous rendez compte qu'en moyenne, encore une fois, hein, c'est toujours le problème des moyennes, vous allez toujours trouver des cas qui sont au bout de la courbe de distribution, mais en tout cas sur de la bobologie, globalement, ça marche à peu près aussi bien. Donc ça pose des questions, comment est-ce qu'on définit ça? Et pour l'apprentissage de l'histoire, moi ça a toujours été un de mes sujets cœur. Là, ça commence à devenir compliqué. J'étais, il y a quelque temps, c'est la première fois que j'ai pu prendre du temps avec un petit stagiaire de troisième qu'un de mes collaborateurs avait pris au sein de la boîte. Et en fait, je trouvais absolument passionnant la manière dont ils me racontaient qu'ils utilisaient de l'intelligence artificielle à l'insu de leurs profs ou principalement, mais pour redéfinir à peu près tout. Ça voulait dire que c'était... Alors là, il avait quand même envie de présenter le beau rôle, donc il se disait, bah voilà, moi quand j'ai pas compris un concept, je lui demande de me raconter l'histoire à ma hauteur, c'est-à-dire à ma hauteur de vue, donc comme si c'était vécu par un gamin de mon âge qui se retrouve dans les rues du ghetto de Varsovie, globalement. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que globalement, notre rapport à l'information, avant Internet, si on schématise, la quantité d'informations qui avait été générée était conséquente et globalement inaccessible pour tout un chacun. Internet, la numérisation a rendu une quantité d'informations phénoménale accessible, mais c'est le problème d'une bibliothèque sans index. C'est-à-dire que globalement, elle est là, mais alors pour aller la chercher, on n'en sait rien. Et là, on a un formidable moyen d'aller chercher de l'information, d'aller présenter de l'information. Le problème, c'est qu'on ne sait absolument pas si l'index est biaisé ou pas. Et donc, globalement, si je demande d'avoir une preuve, on en parlera un petit peu, mais en tout cas, à l'heure où le négationnisme enfin, le vent de nouveau en poupe, si je demande une preuve de l'existence des chambres à gaz, parce qu'on va quand même parler de trucs qui paraissent absolument indiscutables, et bien si j'ai le malheur d'utiliser un modèle qui est basé sur des données particulièrement corrompues, potentiellement volontairement par certains acteurs, et de tourner la question comme il faut, bah, au contraire, le modèle va en fait renforcer mon biais en me disant bah, oui, tu as raison de te poser la question. Et c'est important de se poser la question. L'esprit critique, c'est important, bien sûr. Et donc, c'est très pernicieux parce que c'est un outil de mise à disposition et d'exploration de la sphère informationnelle. Et on n'a jamais eu accès à autant de connaissances. Mais comme je le disais, avec un index dont on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Et donc toute la question, et c'est sans doute ce qu'on va un petit peu explorer, c'est de se dire mais comment on fait pour pouvoir en tirer le bon et faire attention à ce qui devrait être évité. Alors pardon, mais j'en reviens à nos inquiétudes, qui sont nombreuses. Donc les machines deviennent de plus en plus intelligentes, mais est-ce que nous, on risque pas de l'être moins, d'avoir une dépendance intellectuelle et d'entraîner les élèves dans ce sillage? Quelles sont vos réponses là-dessus? En un mot, oui. Bien sûr que le risque existe. Désolé, hein, je suis pas là pour. La question de l'offload cognitif, donc c'est le nom maintenant, le cognitive offload, c'est de se dire si on greffe à chacun un assistant globalement qui répond à ma place, qui rédige à ma place, qui globalement prend des décisions à ma place, et ben potentiellement je vais créer une relation de dépendance. Je ne vais plus être dans une logique de relecture attentive, d'analyse du propos, mais je vais simplement le laisser processer de l'information. Des études ont été faites, y compris avec de l'imagerie fonctionnelle, et ont l'air de montrer qu'effectivement, on n'active pas de la même façon notre cerveau, fonction de la manière dont on utilise ça. Donc, est-ce qu'on a des raisons de s'inquiéter? Évidemment. Et franchement, s'il y a des gens qui vous disent non, non, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, il faut rester très humble dans cette histoire. En fait, on ne sait pas. On est à l'aube on n'est même pas à l'aube, on est à midi d'une révolution en cours par rapport à ça. Et il serait extrêmement prétentieux de se dire on sait exactement où ça va nous mener. Donc ça, il faut toujours garder un petit peu ce côté-là. Néanmoins, et je pense qu'on a quand même des raisons d'espérer assez fortes par rapport à ça.
Un des problèmes, je vous donne encore une fois quelque chose de très matériel, très visible. Si vous jouez, excusez-moi, je repose encore une fois une question. Est-ce que dans le cadre personnel, oublions le boulot, oublions complètement votre vocation, votre charge d'enseignant, comment est-ce que vous utilisez de l'IA générative, des modèles génératifs au quotidien, enfin peut-être pas au quotidien, mais en tout cas dans le civil? Alors, je sais qu'en France, on a le taux d'adoption, un des plus faibles taux d'adoption en Europe. Mais je vous encourage, et c'est pas pour vous dire acheter un abonnement, etc. Je vous encourage, à titre de curiosité intellectuelle, et réellement, vous faites juste l'exercice, à la limite, pour tester, à vraiment le faire, pour regarder à quel point, un, ça risque de devenir addictif, donc faites attention, et deux, à quel point est-ce qu'effectivement, ça a l'air de bien marcher. Pourquoi est-ce que je vous pose cette question? Parce que il faut symétriser le problème. Si vous avez des élèves, si vous avez des étudiants qui aujourd'hui ne jurent plus que par ça et qui font tout passer par là, mais que de votre côté, vous ne comprenez pas encore exactement quels sont les mécanismes cognitifs qui sont à l'œuvre, on va avoir beaucoup de mal à réconcilier les deux, et là, il y a une vraie ligne de fracture qui peut se créer. On peut le déplorer, mais on ne peut pas l'arrêter. Donc, globalement, il faut avoir un principe de réalité assez fort par rapport à ça. Et donc, si je vous donne cet exemple-là, c'est que si, par exemple, vous demandez à un modèle de langue de vous préparer, admettons, vous avez un mariage, vous êtes témoin et vous voulez écrire un petit laïus sympa. Il va vous sortir quelque chose que vous allez sans doute trouver stylistiquement un peu pauvre, mais il va vous sortir quelque chose d'extrêmement convaincant. Et cette notion de extrêmement convaincant, c'est sans doute le pire des problèmes que l'on ait aujourd'hui, mais je vais vous présenter une solution juste après. Le fait que, et on en parlait dans un tout autre domaine, juste avant, je pense qu'une des pires malédictions aujourd'hui que notre humanité connaisse, c'est le fait de ne pas connaître trois mots, je ne sais pas. Je ne sais pas, ça règle plein de problèmes, et globalement, il faut de temps en temps faire l'apologie de l'honnêteté et de l'humilité. Et ben, le problème, c'est qu'un modèle de langue, il est fondamentalement entraîné, comme je vous le disais, pour compléter du texte, et compléter du texte, même s'il y a un peu de complexité au-delà de ça, bah, il ne sait pas quand il ne complète pas. Et donc le problème, c'est qu'il va être extrêmement assertif. Et les premières fois, vous allez le regarder, vous entendez la petite musique qu'on entend beaucoup dans l'industrie, y compris dans l'industrie sensible. Il faut garder l'humain dans la boucle. C'est le truc qu'on dit pour rassurer tout le monde. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de décision qui est prise par l'IA, il y a un humain qui prend la décision. Est-ce que vous savez, alors il faut corriger des copies, vous savez que globalement vous êtes, j'ai enseigné pendant 7 ans, donc j'en ai eu quelques paquets. Globalement, vous cherchez ce qui va et ce qui ne va pas. Par contre, si le truc est extrêmement bien foutu, si vous n'avez pas le contexte, et si globalement il n'y a aucun indice qui fait que vous allez vraiment vous focaliser, ben, vous savez très bien qu'on a une courbe d'attention qui baisse. Autant on est, sur la première, on est extrêmement vigilant. La 450e, il faut le faire le lendemain. Et bien là, le problème, c'est un petit peu ça. C'est que la première fois, vous allez être vigilant, mais ça a l'air super. La deuxième fois, vous allez être vigilant, mais ça a l'air super, etc., etc., etc. Et puis la quatrième, la quatrième fois. La quatrième fois, ça a toujours l'air super et vous n'êtes plus vigilant du tout. Et le problème, c'est qu'on automatise l'humain, parce que l'humain, il dit oui, j'ai relu. Dans nos solutions d'IA industrielles, on met des timers pour regarder combien de temps il passe. Je vous assure que pour relire un texte d'à peu près 8 lignes, et Dieu sait que je lis vite, mais 20 millisecondes, ça marche pas. Hein. Donc globalement, dans certains cas, on automatise l'humain. Et donc, pourquoi ne pas avoir un plaidoyer pour une IA des Lumières, qui serait dans une logique, et c'est tout à fait possible technologiquement, c'est entraîner des modèles à ne pas donner de réponse. Alors, ça a l'air un peu idiot, hein, franchement, des modèles qui ne répondent pas, mais en fait, entraîner des modèles à poser des questions. Et l'usage aujourd'hui de sparring partner, donc vraiment d'équipier de raisonnement avec un modèle de langue, c'est des choses qui sont possibles, et c'est des choses que vous pouvez déjà saisir et déjà conseiller à vos élèves. Et là, on change complètement de dimension, parce qu'en fait, au lieu d'avoir un propos limitatif, où globalement j'ai la tentation du copier-coller et de la finalisation de la tâche, là je suis dans une logique où j'ai envie de lire le contenu, j'ai pas le choix, parce que de toute façon j'ai pas de contenu prêt à mâcher, prêt à manger, prêt à penser, mais j'ai un contenu qui m'interroge sur les certitudes que je peux avoir. Et ça, fondamentalement, c'est un des axes à la fois
de recherche appliquée dans le monde industriel et de recherche fondamentale pour se dire, en fait, potentiellement demain, on n'est pas dans une logique de dépendance cognitive, surtout si on arrive à le faire vite, mais on est dans une vraie logique, j'aime pas le terme, mais je vais l'employer quand même, d'augmentation des capacités. Parce qu'on se dit, là, il y a tout un tas d'axes de réflexion auxquels je n'avais pas pensé et auxquels ce modèle va avoir. Et après, vous avez tout un tas de petites astuces extrêmement rigolotes où vous forcez, par exemple, le modèle à avoir un axe de réflexion complètement débile. Parce qu'au moins, vous savez que on va le relire parce qu'on sait qu'il y a un risque, mais on ne sait pas où il est. Et donc, aujourd'hui, un des points que j'aurais tendance à essayer de marteler un peu, c'est de se dire que, de toute façon, on ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas arrêter ça parce que c'est trop facilement accessible, parce qu'il n'y a pas de barrière à l'accès, parce que tout le monde peut s'en doter. Et se réfugier dans un déni en se disant que non, ce ne sera pas exploité, ce ne sera pas normalisé, c'est un dead end, c'est un chemin sans issue. Par contre, plaider pour une utilisation intelligente avec des cas concrets, tels que je l'ai évoqué, là, pour le coup, au contraire, on peut potentiellement réussir à renforcer un peu notre meilleur instrument, le truc qu'on a entre nos deux oreilles, et au contraire essayer de fuir cette banalisation de l'automatisation des raisonnements. Merci, c'est parfait. Vous nous donnez beaucoup de grains à moudre et on va pouvoir cogiter longuement. Peut-être revenons quand même sur le problème de la désinformation, puisque l'IA l'amplifie. Texte et images générées par les IA y participent. Comment on peut utiliser l'IA pour essayer de lutter contre cette désinformation, pour essayer de préserver la véracité, le vrai? Je me permets d'approfondir le problème et ensuite je vous ferai même une petite démo pour vous montrer à quoi, concrètement à quoi ça peut ressembler. Il y a 3 grandes familles d'enjeux sur les enjeux de problèmes liés au numérique et liés à l'IA. C'est ce qu'on appelle la fragmentation. Donc la fragmentation, c'est ce que vous connaissez tous. Si par exemple il y a 30 ans, il y a 20 ans, on se retrouvait tous, peu importe pour la qualité du film qui passait à la télé le samedi soir, je ne juge pas la qualité culturelle du truc, mais globalement, c'était un lieu commun. On avait un écran pour une bande d'amis, une cellule familiale, etc. Là, aujourd'hui, dans une famille, vous avez autant d'écrans qu'il y a de membres, souvent, et vous avez autant de programmes qu'il y a d'écrans. Et donc, globalement, vous avez une fragmentation des contenus. Ce qui veut dire aujourd'hui que le premier risque, et là, c'est de l'IA pas générative, mais c'est de l'IA quand même, c'est les moteurs de recommandation, donc ils vont vous dire, c'est super agréable, j'ai vu un film qui, la personne A a beaucoup plu, donc je vais lui montrer un film que la personne A est susceptible de beaucoup aimer, et que la personne B, dans le même foyer, va détester. Et donc, il ne faut pas croire qu'il y a une mauvaise volonté de la part de ces acteurs-là, c'est juste une volonté de capter votre attention pour avoir plus de recettes publicitaires. C'est pas méchant, c'est capitalistique. Mais il n'y a pas de volonté, on va dire, perverse par rapport à ça. Mais il y a un effet secondaire extrêmement grave, qui est effectivement la fragmentation de ce paysage informationnel. Or, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les canaux d'information, que ce soit les réseaux sociaux ou autres, fusionnent de manière charnelle divertissement et information. Ça veut dire que globalement, vous passez d'une vidéo de chat à une vidéo d'un député à portée de pouce. Et quand vous faites ça, vous avez exactement les mêmes métriques, et donc vous fragmentez. Et c'est pas que les gens ne se parlent plus, c'est que les gens vivent dans des réalités différentes. Ça, c'est le premier risque. Le deuxième risque, j'accélère un peu, c'est la liquéfaction de l'information. Est-ce que vous êtes déjà tombé, alors sans même être utilisateur d'IA, est-ce que vous êtes déjà tombé au détour d'un post Facebook, Instagram, choisissez la plateforme que vous voulez, sur une publication inutile, où vous allez voir, globalement, par exemple, le truc classique, il y en a eu des millions qui ont été générés, c'est des gamins qui ont taillé des superbes statues en pastèque ou un truc comme ça. Vous voyez, un machin, c'est joli, puis globalement, on regarde ça et on se dit, ouais. Et ben c'est grave, c'est ce qu'on appelle du slop. Et ce slop-là, en fait, la seule chose qui vous coûte, c'est du temps de cerveau. Et donc la liquéfaction de l'information, c'est la production massive de contenu. Et là, on n'est pas du tout dans une logique de désinformation, on est juste dans une logique, encore une fois, on génère des trucs parce que ça génère des revenus publicitaires et ça fait perdre du temps. Et bien globalement, ça sature les capacités cognitives de discernement et ça abaisse encore nos seuils. Donc ça, c'est encore un autre problème. Et ça, c'est le dernier point, c'est vraiment que la surcharge d'information affaiblit les consensus politiques. On a encore un point, c'est les biais algorithmiques. Les biais algorithmiques, et désolé, c'est pas pour vous déprimer, mais on va quand même tous les citer. Les biais algorithmiques, c'est typiquement
l'IA, comme je vous l'ai dit, elle apprend en complétant des textes, elle apprend en complétant des images, et donc globalement, si vous lui demandez de vous générer l'image d'un dirigeant d'entreprise, sans genrer la phrase, elle va vous générer en moyenne l'image d'un mec blanc. Est-ce que c'est un problème? C'est consubstantiel aux données sur lesquelles elle a été entraînée. Et donc, il faut faire attention, pas tellement aux biais, ça il faut être conscient des biais, mais là où il y a de la désinformation, c'est l'inverse. C'est de se dire, je vais biaiser dans l'autre sens l'IA pour qu'elle rende compte du monde idéalisé dans lequel je voudrais vivre, alors qu'en fait, ça peut être potentiellement le meilleur miroir des problèmes et des travers qu'on a dans notre société. Et sur le dernier axe, et là on parle vraiment d'action volontaire, aujourd'hui, les fausses informations, c'est pas nouveau. La première trace qu'on ait d'une campagne de désinformation, c'est pas tout jeune, c'est la bataille de Kadesh, Ramsès II, avec une magnification de l'impact de la bataille de Kadesh à des finalités de propagande. Donc c'est pas récent. Le protocole des sages de Sion, il n'y avait pas d'IA quand on l'a subi et quand il a été surdiffusé. Qu'est-ce qui change? C'est l'échelle de temps. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, les ingénieurs du chaos, pour reprendre un peu ça, mais les ingénieurs du chaos, ça peut juste être, ça peut être un gamin dans sa chambre, c'est même plus dans son garage, qui en 3 clics génère des vidéos pour cyberharceler quelqu'un dans sa classe. Ce qui est aujourd'hui impressionnant, c'est que la capacité à faire tout ça, c'est condenser. Quelque chose qui prenait un mois à des équipes complexes et professionnelles va prendre quelques minutes à un parfait novice. Et donc, oui, on a ouvert les portes de l'enfer de la désinformation en grand. Et l'avantage, c'est que l'IA peut permettre de lutter contre ça. Je vais juste vous montrer un petit truc, très brièvement justement, pour vous donner un petit exemple. Je m'excuse. Je reviendrai sur l'historicité juste après. Donc pluralisme, c'est une des solutions que Magic Lamp édite. Comme je vous le disais tout à l'heure, personne aujourd'hui, et grâce au ciel, n'est en capacité d'écouter la télé H24 en permanence sur tous les continents, dans n'importe quelle langue. Et pour autant, si on savait la capacité et la quantité d'informations plus ou moins d'intérêt qui est présente, on a très envie d'en faire quelque chose. Et donc, là, on va partir sur quelque chose qui est... attendez, je vais juste copier-coller pour relancer le truc. Donc là, en fait, ce que l'on fait, c'est réservé au périmètre français. En permanence, on vient écouter toutes les télés, toutes les radios de France. Dès qu'une personnalité publique s'exprime, donc parmi les 3500 personnalités que l'on suit, dès qu'une personnalité politique s'exprime, on vient l'identifier, lutter contre la partie deepfake justement en faisant attention. Notre pire ennemi pendant la campagne de 2022, c'était Nicolas Canteloup qui imitait la voix d'Emmanuel Macron en faisant du lip sync. Et donc voilà, c'était les deepfakes avant les deepfakes. Donc ça, typiquement, on a robustifié un peu nos algorithmes et ça nous permet aujourd'hui, typiquement, quasiment en temps réel, de savoir qui dit quoi. Et qui dit quoi, c'est la première source justement qui permet de se dire j'ouvre complètement le capot. Je veux poser une question. Donc là, typiquement, j'avais préparé juste une question tout à l'heure, je ne sais plus exactement ce que j'avais écrit. Oui, quelle position sur l'enseignement de la Shoah? Bon, l'enseignement de la Shoah, on va aller lancer ça. Si vous posez cette question à ChatGPT, en moyenne, ce qu'il va aller faire maintenant, il va aller chercher sur quelques sites à droite à gauche pour trouver quelque chose. Et vous savez, c'est un peu malheureux, mais... pour avoir été rapporteur de quelques thèses, je ne sais pas si certains d'entre vous se sont vraiment fadés l'intégralité de la biographie qui était, de la biblio qui était présente dans les thèses en question. Oui, bien sûr. Donc dans ce cas-là, le problème c'est que ChatGPT va répondre quelque chose de très cohérent, mais ne va pas vous forcer à aller vérifier vos sources. Pourquoi? Parce que ces sources-là sont très structurées. Et donc, vous allez vous dire, bon, globalement, ça va, c'est une recherche Google. Là, typiquement, vous allez vous retrouver avec une réponse qui est totalement pensée pour être transparente. Ça veut dire qu'en gros, on va répondre à votre question. Donc, on va vous dire, en France, l'enseignement de la Shoah est reconnu et traité de plusieurs manières distinctes, une diversité d'opinions parmi les figures politiques. Mais là, systématiquement, on va aller remonter à la source jusqu'au prononcé. Donc ça veut dire qu'on va vraiment être dans une logique où le prononcé fait foi. Et donc là, typiquement, on me cite Elisabeth Borne. Et bien là, alors modulo le débit de connexion, vous allez vous retrouver avec la transcription intégrale de ce qu'a dit Elisabeth Borne, le minutage précis où c'était, sur quelle chaîne, quand, etc. Et donc vous êtes dans une logique où c'est imparable parce que vous n'êtes plus dans une approche où l'IA va halluciner une réponse, va imaginer quelque chose, elle peut encore mal l'interpréter, mais
c'est là où justement on a vraiment besoin de cet art subtil d'utiliser le cerveau humain à bon escient. C'est si vous présentez correctement les résultats et si vous forcez à aller vers les sources, et là ça devient possible, et bien typiquement tous les enjeux et toutes les craintes qui sont liées aux biais, aux hallucinations, etc. baissent d'un coup, parce qu'en fait ça vous permet, je vous le disais tout à l'heure, d'avoir pour une fois un index de cette bibliothèque de connaissances, ici qui est très précise et très limitée, et qui vous permet justement d'analyser exactement ce qui est dit. Et donc derrière ça, évidemment, vous pouvez commencer à vous amuser, à faire des statistiques, quelle partie pense quoi sur quel sujet, qui a dit quoi, est-ce qu'il y a eu des des girouettes, est-ce qu'on a un avis qui a changé, une fois, deux fois, n fois. Et donc toutes ces petites métriques permettent en fait vraiment de se dire comment est-ce que je fais pour objectiver. Je viens sur un dernier petit point, je vous montre là en quelques secondes. On se posait une question, on vous parlait des biais tout à l'heure. Les biais dans la représentation médiatique. Donc ça, c'est un truc qu'on a sorti au Sénat il y a quelques mois maintenant, pour la journée des droits de la femme. À quel point est-ce que les femmes sont plus vocales que les hommes dans les médias, ou l'inverse? Ben, typiquement, là, c'est le premier dashboard en temps réel où vous êtes en capacité de vous dire, eh ben, voilà, donc là, on le publie que sur 6 médias. Vous avez les femmes en orange, les hommes en bleu, et vous êtes en capacité de vous dire qui parle, à quel point. Ça, c'est bien, mais franchement, est-ce que ce serait pas plus intéressant de savoir de quoi? Parce qu'encore une fois, si on parle des biais, est-ce qu'on ne veut pas remonter justement aux sources? Et donc, je descends un tout petit peu. Et donc, vous vous rendez compte, avec un certain effroi, mais pas forcément avec beaucoup de surprise, que le seul thème où on a plus de femmes qui parlent que les hommes, c'est les pubs. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est que l'IA a deux, comme toujours, on a une vision éclairée de l'IA, on va dire positive, et une vision négative. La vision négative, on l'a vu, on a les biais, on a la liquéfaction de l'information, on a la fragmentation, on va avoir aussi les enjeux d'historicité. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce truc où Gemini, quand on lui demandait de nous dessiner un Waffen-SS, dessinait ça. Extrêmement, ça pose quand même quelques questions, quoi. Ou quand le SIG s'est un peu planté et a fait une campagne sur la libération de Paris avec un soldat de la Wehrmacht qui était en train de faire la fête. Bon, tout ça, ce sont des choses qui existent. Et tout ça, on ne peut pas se limiter à le répéter à l'envi en se disant on ne peut rien faire avec parce que c'est super dangereux. Et ce que j'aurais tendance à porter, et le flotte cognitif c'était un des sujets que je vous... Ce que j'aurais tendance à porter, c'est justement qu'il existe des outils, des doctrines d'utilisation et des façons de le présenter qui, au contraire, permettent clairement d'avoir une vision beaucoup plus éclairée de ce que ça permet. Et donc, je vous parlais évidemment des outils de transparence et de vérification. Par exemple, un des premiers usages de pluralisme en 2022, ça a été de faire le fact-checking en direct du débat entre le président sortant et entrant et Marine Le Pen, pour pouvoir vérifier tout ce qu'il disait. Est-ce qu'il avait vraiment dit? Est-ce que ce qu'ils attribuaient à quelqu'un, c'était... Et on ne rentre jamais dans est-ce que c'est ontologiquement vrai ou faux, mais est-ce que le propos peut être tracé, sourcé et validé dans sa diffusion? On peut évidemment penser à tout ce qui va être temporel. Comme je le disais, la temporalité est clé, et on reprendra juste après, mais aujourd'hui, en fait, on n'a pas le choix. Tout va vite. Et évidemment, je pense, et ça, je vous donne ma pensée personnelle, pas en tant qu'expert, je quitte, il n'y a pas d'argument d'autorité, mais je pense que la seule façon qu'on a de sauver nos sociétés, c'est de former, alors évidemment les enfants, former aussi les adultes, hein, en gros former des citoyens à l'esprit critique, à la rationalité et à l'exploitation de leur cerveau, encore une fois, leur exploitation cohérente de leur cerveau. Le problème, et c'est vraiment pas à vous que je vais l'apprendre, c'est que former et enseigner, ça prend du temps. Et pendant qu'on passe du temps à ça, tout continue à foutre le camp. Et donc, l'enjeu, vous vous rappelez, pour le Covid, on nous répétait à l'envi, il faut aplatir la courbe, il faut aplatir la courbe, il faut aplatir la courbe. Et bien, l'IA, évidemment, fait partie de la panoplie fondamentale et nécessaire qui nous permet de gagner le temps qui nous manque avant de réussir à adapter nos modes d'enseignement, nos corpus d'enseignement éventuellement, pour pouvoir justement se dire, bon, mais globalement, on a gagné 10 ans, parce qu'on a justement de la techno qui permet de s'opposer aux autres enjeux technologiques. Et là, on a fait notre devoir, on a fait notre travail, et on a des citoyens qui savent utiliser ces outils, qui comprennent les risques liés à ces outils, et qui sont eux-mêmes outillés pour le monde qui vient. Et c'est pour ça que pour moi, si on se limite au constat des risques, on rate une des plus grandes opportunités que l'humanité a pu connaître dans les 40 dernières années, on va dire, qui va être justement d'essayer d'impacter vertueusement l'usage de ces outils d'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le slogan
de Magic Lamp, c'est vraiment une IA qui est claire sans éblouir. C'est essayer de jouer justement sur la polysémie de ce que peut faire l'IA. Éblouir, c'est le risque, par peur, par crainte, par envie, dans certains cas, d'être ébloui. Et éclairer, c'est un peu l'esprit des Lumières et de se dire justement comment est-ce que je valorise ces contenus, je valorise ce qu'on sait, je mets en musique les valeurs que l'on veut porter pour justement les transformer en outils d'information dans le bon sens et en outils justement qui permettent de lutter un petit peu contre ces dérives. Merci pour ce message d'espoir qui fait du bien. Très concrètement, puisque vous êtes spécialiste d'IA, mais vous êtes aussi enseignant-chercheur, quel usage, quelle pratique vous recommanderiez à des enseignants ou à l'inverse, qu'est-ce que vous déconseilleriez comme pratique de l'IA en classe avec nos élèves? Très concrètement, quand j'enseigne encore dans quelques contextes, il y a une vraie question de maturité, il y a une vraie question d'âge. Enfin, qui est-ce qu'on a en face? Évidemment, on n'a pas le même discours avec quelqu'un qui est en dernière année de master et quelqu'un qui est au collège. Moi, j'ai une question à vous poser encore avant. Désolé, hein, je vous embête, je vous titille. Est-ce que vous savez reconnaître une copie d'un élève ou un devoir d'un élève qui a été... Enfin, en fait, est-ce que vous faites encore des devoirs écrits? À la maison, hein, j'entends pas en classe. Non, ça y est, c'est fini. Et c'est fini parce que... Est-ce que avant de prendre ces décisions, est-ce que vous aviez l'impression que vous étiez en capacité de reconnaître un travail généré par IA? Est-ce que vous le reconnaissiez? Désolé, hein, je vous titille un peu, mais est-ce que vous le reconnaissiez parce que globalement le cancre était devenu le standard? Ouais, d'accord. Non, oui, alors oui, non, mais alors effectivement, alors là c'est les, oui, 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 ah oui, non, mais bon, bah, mais ça, effectivement, il y a quelques champions qui effectivement laissent des traces un peu, voilà, un peu. Donc bon, le premier point moi, que j'aurais tendance à limiter, et ça je le vois dans n'importe quel contexte, on était typiquement dans un cadre très sous les flonflons et les ors de la République hier, j'ai assisté à des experts qui lisaient des textes qui étaient manifestement écrits par ChatGPT. Ça pose quand même quelques questions. Bon. Donc le premier point, c'est effectivement, si vous utilisez de l'IA pour générer des cours, pour générer des canevas de cours, faites-le avec intelligence. Et on va revenir sur l'intelligence humaine. Aujourd'hui, par exemple, en entreprise, et franchement, je ne vous porte pas d'accusation, mais en entreprise, il y a une étude de McKinsey qui vaut ce qu'elle vaut, mais je crois que c'est autour de 60% des gens qui utilisent de l'IA dans leur travail ne l'assument pas parce qu'ils ont l'impression que du coup, ils trichent globalement et ils le mettent pas. Ils le mettent pas en avant. Il n'y a aucun mal à utiliser de l'IA pour générer un cours. Et au contraire, il y a tout intérêt à être extrêmement transparent avec les élèves. Et je vous donne trois types d'exercices qui, en tout cas, que je teste sur quelques populations, que j'ai pu tester avec des amis enseignants. C'est par exemple de se dire, on assume. On a généré un bout du cours avec de l'IA, on le dit aux élèves, et par exemple, on va avoir 3 propositions, admettons, 2 que vous auriez rédigées vous, une générée par de l'IA, et le jeu, c'est justement de demander aux élèves de venir discuter un petit peu ça. Est-ce que vous êtes en capacité déjà de savoir qu'est-ce qui est généré par de l'IA, qu'est-ce qui l'est pas? Si on le gamifie un petit peu, si on le rend ludique, un petit peu dans une logique et surtout l'histoire s'y prête très bien. Il y a des parcours, par exemple, que vous pouvez faire avec vos élèves pour pouvoir faire des espèces de jeux, d'espèces d'escape game un peu virtuels, où, comme devoir, vous leur demandez d'explorer je ne sais quelle période, je ne sais quelle époque, et de réussir à trouver de l'information d'intérêt. Vous leur demandez d'utiliser de l'IA, et dans le rendu, dans la façon dont vous restituez ça, quand ils présentent ça, ce qui est important, c'est pas tellement leur résultat, parce que globalement, ça, ils peuvent très bien converger vers à peu près tous la même chose, mais c'est de leur demander, c'est quoi les étapes, qu'est-ce que tu as posé comme question, pourquoi tu as posé ces questions, pourquoi tu n'as pas posé ces questions-là, et en fait, vous pouvez les prendre un peu au jeu des enquêteurs en herbe, avec un outil extrêmement puissant qui permet d'explorer des corpus. Donc ça, c'est le deuxième point. Dernier point que j'aurais quand même tendance à mettre aussi en avant, et ça potentiellement
pour les publics un peu plus jeunes. Nous, on le fait dans un contexte, on travaille avec plusieurs écoles du supérieur, mais qui travaillent avec notamment des élèves qui ont été, pas déscolarisés, mais en tout cas qui n'ont pas eu des parcours scolaires canoniques, qui n'ont pas suivi un cursus honorum très classique, et qui vont par exemple faire des métiers très complexes, très techniques, par exemple de la cyber, donc qui vont développer des algos pour faire de la cybersécurité. Mais on a développé depuis 1 an et demi avec eux, on a développé ce qu'on a appelé un cybermentor. Un cybermentor, en gros, c'est un espèce d'assistant qui a interdiction de te donner les réponses à quoi que ce soit, mais qui par contre, comme je le disais tout à l'heure, va te pousser dans tes retranchements. Et donc va garder en mémoire ton historique de toutes tes interactions et va essayer, donc bon, c'est un type particulier, mais là c'est sur des exercices où ils vont devoir écrire un code qui va permettre de remplir tel ou tel objectif, et bien on va essayer de les challenger. Pourquoi tu as écrit ça comme ça? Pourquoi est-ce que tu n'as pas pensé ça comme ça? Et ça, globalement, l'avantage, c'est que vous pouvez individualiser pas mal de choses, que ce soit pour de la génération d'exercices, que ce soit pour de l'identification. Il ne faut pas jouer trop avec le registre émotionnel, mais c'est quand même important pour démarrer un sujet. C'est-à-dire, vous pouvez le prendre à hauteur de vue, comme je le donnais comme exemple tout à l'heure avec ce stagiaire de 3e, et vous pouvez l'utiliser et encourager les élèves à l'utiliser comme sparring partner, comme vraiment partenaire d'échange et d'aller-retour. Ça demande un gros effort parce que ça change complètement la manière d'estimer la qualité de ce que produit l'étudiant, l'élève. C'est plus une question de noter une copie, mais c'est une question de noter un raisonnement et de noter un processus. Mais c'est sans doute la compétence dont on va avoir le plus besoin dans les années à venir. Et ça, si les enseignants ne le font pas, je ne sais pas comment on les rattrapera un peu plus tard. Merci beaucoup. Alors, une dernière question, parce que le temps file vite avec vous et il faut qu'on ait absolument le temps des échanges avec la salle, avec les collègues. Nous sommes au Mémorial de la Shoah. L'IA est à la fois le poison et le remède, pour reprendre vos mots tout à l'heure. Alors, comment peut-on utiliser l'IA pour lutter contre l'antisémitisme, dont on sait qu'il est galopant, et notamment depuis les massacres du 7 octobre 2023 ? Donc, nous, c'est un sujet sur lequel, à la fois, on a été extrêmement actif sur un peu toute la chaîne. Donc, il y a un premier enjeu qui n'est pas lié à l'histoire, mais j'y reviendrai juste après. C'est tous les enjeux de se dire ne rien laisser passer. Ne rien laisser passer, on le sait, et là, c'est indépendamment de l'IA, mais les réseaux sociaux sont des mines enfin, c'est des égouts à ciel plus ou moins ouvert, donc vous trouvez de tout. Et le problème principal, c'est, je ne sais pas à quel point, il y a des gens qui sont présents sur Twitter, par exemple. Et du coup, quand vous regardez, donc vous savez, il y a Grok qui est arrivé sur Twitter. Ça a tout un tas d'effets extrêmement intéressants. Je ne parle pas du modèle en soi, mais intéressant sur la dynamique de ces réseaux. Mais il y a un point qui est important, c'est que le combat, il y a une loi empirique, la loi de Brandolini. Vous savez, c'est globalement, vous avez pour réfuter un truc, une thèse plus ou moins fumeuse, il faut N fois, alors 10 fois en général, ce qu'on dit, plus d'efforts pour faire ça. Ben là, typiquement, il y a un usage absolument parfait parce que vous savez la seule chose qui est plus acharnée qu'un conspirationniste, négationniste, extrémiste, c'est un modèle d'IA. Parce que le modèle d'IA, il va se fatiguer plus lentement que le conspirationniste. Et donc oui, il y a un enjeu en fait un peu offensif de se dire, en fait, on les lâche plus. On fait du signalement automatique des propos, on fait de la réponse automatique et on les fatigue et on les épuise. Le risque, c'est que tout le monde se mette à parler avec des robots et qu'il n'y ait que des robots qui parlent. Et bien ça, potentiellement, c'est peut-être une très bonne nouvelle parce que les gens arrêteront d'utiliser exactement les mêmes biais pour utiliser ça. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point qui est très important, c'est, et pour moi, c'est à la limite un enjeu doctrinal fort. Je vais parler un tout petit peu de droit d'auteur et de souveraineté et de soft power. On va mettre les trois dans la même, et on va ramener ça au Mémorial de la Shoah. Vous savez que globalement, en France, on a un truc absolument génial que François Ier a fondé, c'est le dépôt légal. Donc le dépôt légal, c'est vieux, c'est bien fait et c'est plutôt pas mal numérisé. Donc en gros, on a une masse de données de très haute qualité par rapport à Internet, globalement, qui est colossale et qu'on aimerait bien pouvoir exploiter pour entraîner des modèles. Pourquoi on a envie d'entraîner des modèles là-dessus? Première raison, parce que c'est de la donnée de qualité. Ça, tout le monde peut le comprendre. Deuxième raison, c'est parce que ces modèles-là vont être beaucoup plus alignés sur des enjeux de soft power
que l'on veut avoir. J'arrive à la question de la Shoah, mais c'est volontaire pour vous donner juste un arc de raisonnement par rapport à ça. Imaginez que vous entraîniez un modèle de langue sur de la donnée uniquement en langue anglaise sur les campagnes napoléoniennes. Est-ce que vous imaginez le biais anti-napoléonien que vous trouvez par exemple dans la presse anglaise jusqu'à Sainte-Hélène? C'est évident. Et ben typiquement, vous savez que ce biais-là, vous allez le ressortir quand vous allez par exemple utiliser de l'IA pour faire un trajet. C'est une situation vécue. Il y a de l'IA qui a été embarquée dans des systèmes GPS pour faire des visites. Et ben typiquement, si vous lui demandez de faire la route Napoléon, il balançait des petites piques sur l'histoire de l'empereur. Forcément, parce que c'était. Et donc typiquement, si vous ouvrez un fonds français, et ben vous allez, bon an mal an, pouvoir infuser, c'est pour ça que je parlais de soft power, des enjeux plus alignés avec les valeurs que l'on veut porter que des valeurs anglo-saxonnes par exemple. Et donc j'en viens au mémorial de la Shoah et j'en viens à l'enjeu justement de perpétuer correctement la mémoire. Je vous ai dit, comme on a de la liquéfaction du contenu, on peut générer très très vite des fausses archives, on peut générer tout un tas de trucs extrêmement vraisemblables et extrêmement, extrêmement néfastes. Et demain, on a des modèles qui vont s'entraîner là-dessus et qui vont à ce tour prendre ces biais. C'est ce qu'on appelle l'empoisonnement de jeux de données. Les fonds documentaires aujourd'hui, que ce soit ceux du mémorial de la Shoah, que ce soit ceux d'Yad Vashem, que ce soit de l'ensemble des acteurs qui ont fait un travail pendant des années absolument titanesque pour sourcer, pour récupérer du contenu, pour faire vivre la parole, faire vivre la mémoire, ces contenus-là, il faut être en capacité de les utiliser intelligemment pour animer des modèles d'IA, que ce soit pour les explorer plus facilement, pour les mettre à la disposition du plus grand nombre, sans jamais les dénaturer. C'est une tâche qui est très conséquente, qui est pas anodine, mais le risque que l'on porte à ne pas s'engager là-dedans, c'est que justement, on voit supplanter l'historicité, la parole, les sources concrètes, par tout un tas de globi-boulga plus ou moins générés, qui ne pose pas tellement de questions par rapport aux questions de droit, aux questions d'enjeux, de rémunération sur ces enjeux-là. Et si on arrive à le faire intelligemment, par exemple avec vraiment des accès à des formes de chatbots dédiés, mais qui sont de très haute qualité et qui permettent vraiment de trouver la bonne information au bon moment, c'est sans doute une des façons de faire vivre la mémoire, de préserver justement correctement le travail d'historien qui a été fait pendant des décennies et des décennies. Et pour le coup, c'est sans doute le meilleur moyen de diffusion qu'on puisse avoir de l'ensemble des valeurs que l'on veut porter, que l'on veut défendre et que l'on veut, en fait, surtout, et c'est peut-être le mot un peu de conclusion par rapport à ça, que l'on veut amplifier. Et l'amplification, c'est pas c'est pas néfaste, c'est pas la modification ou l'altération, c'est simplement se dire que dans un monde qui se divise, dans un monde qui se déchire, dans un monde où les haines reviennent dans tous les sens, si on n'équipe pas, globalement, si on n'équipe pas des mêmes canons le bon côté que le mauvais côté, sans jamais céder sur les valeurs et sans jamais faire de la désinfo, mais à minima, il faut rétablir l'équilibre et l'IA en fait est un outil, certes, mais est un enjeu d'équilibre historique, géopolitique et surtout un enjeu d'équilibre de valeurs. Et donc, pour moi, c'est vraiment une des causes sans doute principales, parce que comme vous le savez, la haine vient souvent de l'ignorance, vient souvent de la peur de l'autre. Et là, pour le coup, on a des outils sur lesquels on accorde une certaine forme de confiance, CF, Grok, dont je parlais tout à l'heure. Et bien ces outils-là, peut-être qu'on peut les outiller et les exploiter correctement pour gagner la confiance et pour pouvoir diffuser de l'information de qualité dans des cénacles qui, pour l'instant, nous sont complètement fermés. Merci infiniment. Merci pour la clarté de vos réponses. Merci pour toutes les pistes que vous nous fournissez. Je crois qu'on peut vous remercier déjà avant d'initier le dialogue.